Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Le 3 avril, la commission des lois de l'Assemblée nationale vous a nommé rapporteur du projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral. À partir de demain, la semaine prochaine, vous allez lancer des auditions. Qui allez-vous auditionner? Alors, pour faire un peu de pédagogie aux Calédoniens, le rapporteur, c'est quoi? Le rapporteur, c'est celui qui écrit le rapport qui concerne la loi. Et donc, je dois faire un rapport qui explique pourquoi on dégèle le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Dans ce rapport, je vais devoir écrire les avis de tout le monde. Donc, lors de mes auditions, je vais aussi bien auditionner les non-indépendantistes que les indépendantistes et je veillerai à ce que chacun soit représenté. Alors, quelle va être justement la substantifique moelle sur laquelle vous allez construire votre rapport? Est-ce juste, comme vous le dites dans votre communiqué, la réaffirmation des résultats des 3 référendums, mais aussi est-ce que ce que vous disiez à l'instant, ce que vous allez entendre de la part des indépendantistes et aussi d'autres personnalités? Alors, l'avis du rapporteur sera bien évidemment le dégel du corps électoral. Moi, je suis un ardent défenseur du dégel du corps électoral, tout le monde le sait. Donc ça sera mon avis de continuer dans cette voie-là. Simplement, dans mon rapport, il y aura aussi mentionné les avis de ceux qui y sont opposés, notamment des indépendantistes. Je ne vais pas faire un rapport partisan, je vais auditionner tout le monde, mettre l'avis de tout le monde, mais mon avis à moi sera effectivement pour le dégel. Alors justement, vous dites que vous allez vous engager dans cette tâche avec rigueur et impartialité, c'est le mot que vous avez utilisé. Comment? Écoutez, par exemple, j'ai demandé à Rocco Amitan, le président du Congrès, de bénéficier d'une salle pour faire les auditions. Il a accepté. Donc je vais auditionner, comme je l'ai dit, les indépendantistes et les loyalistes. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire ce soir aux Calédoniens et au FLNKS en particulier, c'est que le dégel, je dirais au gouvernement, et le gouvernement a déjà choisi de le faire, et je dirais à la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, qu'on ira au bout. On va aller au bout du dégel. Quelles que soient les tensions et quelles que soient les manifestations en Nouvelle-Calédonie. C'est un droit politique issu des 3 référendums, c'est un droit légal de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel. Donc on va aller au bout de ça. La question maintenant qui se pose, c'est est-ce que le FLNKS est d'accord pour venir discuter des autres sujets? On a tout le mois d'avril devant nous, parce que l'Assemblée nationale est en vacances le mois d'avril. On reprend en mai. Moi, je tends la main au FLNKS ce soir. Je dis, le dégel, c'est un droit. D'autant que, quand il y a eu le gel en 2007, c'était un gel unilatéral et sans accord et sans consensus. Le gel du corps électoral. Ça s'est fait contre notre avis, malgré nos manifestations. Donc il y a eu un précédent politique, où il y a eu une modification du corps électoral sans consensus en Nouvelle-Calédonie. Mais la main que je tends au FLNKS, elle est sur les autres sujets. Profitons du mois d'avril pour se retrouver autour de la table et de discuter de la répartition des sièges, de la répartition de la clé financière, de nos institutions, de leur organisation, des compétences qu'on a entre l'État, la Nouvelle-Calédonie et les provinces. Et aussi, on est prêt à le faire, on l'a toujours dit, du droit à l'autodétermination. Parce qu'aujourd'hui, ces sujets-là ne sont pas concernés par la réforme de la Constitution. Or, elles peuvent l'être si on le décide. Et si on trouve un accord le mois d'avril avec le FLNKS, le rapporteur que je suis s'engage à mettre les termes de cet accord par amendement dans la réforme de la Constitution actuelle. On va en parler. Justement, à l'Assemblée nationale, est-ce que vous allez défendre les amendements à l'Assemblée, ceux qui ont été portés hier par le sénateur naturel et qui n'ont pas été retenus par le Sénat? Ce que je tiens à dire là, c'est que sur ces sujets d'amendement, de la répartition des sièges au Congrès, c'est une discussion que j'aurai avec les sénateurs. Parce que si je les dépose et qu'ils sont adoptés par l'Assemblée nationale, il faut que ça retourne au Sénat pour que ça soit réadopté par le Sénat derrière. On doit faire un vote conforme. Ça ne risque pas d'allonger un peu les délais? Ça risque de décaler dans le temps. Mais je ne vais pas le faire si les sénateurs me disent qu'ils ne sont toujours pas d'accord avec ça. Donc, on verra comment aboutissent les discussions dans le cadre des auditions, parce que je vais auditionner aussi les sénateurs et les groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais on règle le problème de ces amendements avec le Sénat et l'Assemblée nationale si on discute le mois d'avril, si on utilise la fenêtre qui est devant nous pour nous mettre autour de la table et de dire sur la répartition des sièges on fait ça, sur le droit à l'autodétermination on fait ça, sur les compétences on fait ça. La réforme de la Constitution qui est en cours concerne le dégel, mais on peut y mettre n'importe quel sujet. C'est le pouvoir du rapporteur et je suis prêt à le faire. Donc ce que vous dites ce soir, c'est que vous voulez calmer le jeu?
Enfin, calmer le jeu. Nous, on a toujours été pour calmer le jeu, on n'a jamais voulu l'exciter. Nous, on est pour la paix en Nouvelle-Calédonie. Je dis simplement que sur le dégel, il ne faut pas envoyer les militants marcher sur le coltard pour rien. Parce que ça va faire comme l'usine du Sud avec Trafigura et Corée Zinc. À la fin, ça va se retourner contre les donneurs d'ordre. Le dégel du corps électoral, il est nécessaire politiquement, juridiquement et légalement. Ça ne sert à rien d'envoyer des gens pour un combat perdu comme ça. Ce que je dis, c'est que par contre, on doit discuter du reste. Et ça, nous, on a toujours été prêts à le faire et on retend la main ce soir. J'ai vu le communiqué du BP du FLNKS qui balaye d'un revers de main les choses et qui dit on attend une mission du dialogue. Ça ne sert à rien de changer d'interlocuteur tant que les interlocuteurs ne sont pas d'accord avec nous. On aura beau chercher Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, Gérard Darmanin, les Calédoniens, pas les Calédoniens. Le sujet restera le même, le dégel est obligatoire. Donc il vaut mieux qu'on discute entre Calédoniens. Parce que quand on est indépendantiste, souverainiste, nationaliste, comme le sont les indépendantistes, d'abord, on discute avec les autres Calédoniens avant de discuter avec les... Oui, mais monsieur le député, les discussions que vous avez eues dernièrement entre vous, Calédoniens, et je pense par exemple à la réunion de Bourail, au Sheraton de Bourail, je veux dire, c'est resté en plan. C'est resté en plan, mais les choses, elles ont avancé. Nous, on a fait des propositions, on a toujours attendu les contre-propositions du FLNKS. Nous, on est en attente des contre-propositions. C'est nous qui sommes en attente. La balle est dans le camp du FLNKS. Et ce que j'ai compris du dernier congrès du FLN, c'est qu'ils mandataient des représentants pour venir discuter avec nous. Donc ils peuvent venir discuter, ils ont le mandat. Bon ben venez. Alors vous êtes un jeune député calédonien, ayant des racines profondes dans ce pays. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire bouger des lignes, plus que ce que vous dites ce soir? Je ne peux pas faire plus que ça. Ouais, moi, vous savez, comme vous le dites, je suis un jeune Calédonien, j'ai grandi en brousse, à Poya, avec tout le monde. Vous n'avez pas connu les événements? Je n'ai pas connu les événements, et heureusement, mais mes parents les ont connus, malheureusement. Nous, on veut la paix, le vivre ensemble entre toutes les ethnies de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. C'est toujours notre ADN, ça. Depuis le début, c'est le vivre ensemble. Simplement, après, il faut juste respecter les règles démocratiques de base. Voilà. Je tends la main ce soir. Je dis voilà, le rapporteur de la réforme constitutionnelle qui dégèle le corps électoral, il est prêt à y mettre autre chose si on se met autour de la table et on trouve d'accord. Je crois que je ne peux pas être plus clair et plus, on va dire, ouvert que ça. Monsieur le député, très rapidement, comment voyez-vous la tension qui monte et les deux manifestations qui sont prévues de se tenir côte à côte en ville? Déjà, le droit de manifester, il est constitutionnel. Chacun a le droit de manifester à condition que ça respecte l'autorité publique et que ce sont des manifestations pacifistes. Il y a des réunions au Saria en ce moment qui se tiennent pour que les deux manifestations puissent se dérouler dans des endroits différents avec aucun risque de se croiser. Mais j'ai envie de dire, même si les manifestations elles venaient à se croiser, il faut qu'on montre qu'on est un peuple évolué, que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre qu'on doit s'insulter, s'invectiver et se combattre. Voilà. Donc on va faire des manifs séparés. Bien évidemment, moi j'appelle bien évidemment tous les non-indépendantistes à venir manifester le 13 avril en soutien au dégel du corps électoral. Mais on sait aussi que ce n'est pas sur le coltard que les choses vont se régler. C'est autour d'une table. Donc aujourd'hui, on est sur le coltard. C'est un passage qu'il faut. Mais ça ne doit pas être l'ultime recours. Autre sujet brûlant, le nickel, le débat sur le pacte est renvoyé mardi devant le Congrès. Selon vous, le président Mapou aura-t-il l'habilitation du Congrès pour le signer? J'ai trouvé que le président Mapou avait, depuis que je suis élu, eu le discours le plus courageux que j'ai pu assister. Parce que justement, il a dit, mais n'ayez pas peur des militants. Louis Mapou, il a appelé à soutenir le pacte nickel, et de ce que j'ai compris de ce qu'il a dit, Louis Mapou, c'est qu'avec ou sans l'habilitation du Congrès, il allait signer le pacte nickel. Donc j'ai envie de dire, pour ce qui est du gouvernement de Louis Mapou, c'est bon. Donc nous sommes très heureux. Et nous soutenons le président Mapou sur ce sujet. Va rester la question de la province Nord. Moi, je suis très attaché à la province Nord, vous le savez. Pourquoi? Parce que les autorisations d'exploitation Nord. Moi, je suis très attaché à la province Nord, vous le savez. Pourquoi? Parce que les autorisations d'exploitation en souffrance, comme le Copeto, comme Thiebagui, comme Poum, bien évidemment, et déjà, ça met en péril les emplois sur ces mines-là, mais ça met en péril aussi l'usine de Doniambo qui a besoin de ce nickel pour tourner. Donc, on va dire qu'au niveau du gouvernement, la Nouvelle-Calédonie, c'est bon. Il faut voir comment la semaine se déroule, mais ça a l'air bon. Reste le président de la province Nord.
Monsieur le député, nous allons passer maintenant aux questions Facebook. Malheureusement, le temps tourne et nous avons reçu beaucoup de questions sur notre page Facebook. Nous excusons auprès de celles et ceux qui ont eu la gentillesse de les envoyer. Malheureusement, comme tous les dimanches, notre équipe a dû en sélectionner 3. La première, vous évoquez le principe démocratique pour dégeler le corps électoral. Avec le dégel, les Kanaks seraient encore plus minoritaires dans leur propre pays. Qu'en pensez-vous? C'est la première question. Ben là, on confond Kanaks et indépendantistes. Les Kanaks, ils sont majoritaires en Nouvelle-Calédonie. Quand on prend le recensement de l'ISEE et qu'on prend la communauté Kanak plus les métis d'origine Kanak, c'est plus de 50% de la population. Les Kanaks sont majoritaires en Nouvelle-Calédonie. C'est les indépendantistes qui sont minoritaires en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas la même chose. J'ai envie de dire, les indépendantistes, s'ils étaient sûrs de leur coup, s'ils étaient sûrs de défendre un projet qui allait convaincre au-delà de leur base et au-delà de leur électorat traditionnel, ils ne devraient pas avoir peur que des Calédoniens installés depuis plus de 10 ans ici puissent voter. Parce que peut-être qu'ils pourraient les convaincre. Qui dit que les exclus du corps électoral sont forcément des loyalistes? Si on a un projet qui tient la route, ces gens-là votent pour le projet qui tient la route. Donc c'est quelque part aussi un aveu de faiblesse de la part des indépendantistes de ne pas vouloir dégeler le corps électoral. Vous en êtes sûr? Ah oui? Deuxième question, comment faire accepter aux indépendantistes le dégel alors que c'est une obligation juridique en dehors de laquelle les élections seraient invalidées? Je ne peux que répéter ce que j'ai fait ce soir, c'est-à-dire qu'on doit rappeler le droit. Il y a eu beaucoup de combats que les indépendantistes ont menés qui n'étaient pas des bons combats. J'ai mentionné l'usine du Sud tout à l'heure, j'ai annoncé le boycott du 3e référendum tout à l'heure, j'annonce le pacte nickel. En fait, il y a des leaders qui envoient des militants qui, eux, sont de bonne foi et qui croient défendre une bonne cause. Pour finalement, derrière, arriver au bout de la manif avec, en fait, on est obligé de signer le pacte nickel, en fait, il n'y a pas Corée à zinc, et vous allez voir qu'à la fin, il y aura le dégel. Donc je dis, c'est pas le bon sujet. Le dégel, il est obligatoire, il aura lieu. Demain, après-demain, il n'y aura plus aucune élection provinciale qui se tiendra avec un corps électoral gelé. C'est plus possible. Donc il faut mieux qu'on parle d'autre chose et qu'on sorte par le haut. Dernière question, quels moyens proposez-vous pour sauver Enercal? Enercal, aujourd'hui, alors c'est un peu compliqué d'expliquer ça ce soir parce que c'est très technique, mais c'est une entreprise qui est en monopole sur les sujets où le système électrique est déficitaire, comme la production électrique ou le transport de l'électricité, qui sont on va dire des compartiments déficitaires du système électrique. Par contre, Enercal est en concurrence sur la distribution d'électricité avec EEC. Et donc l'idée, cette distribution d'électricité, elle, est bénéficiaire. Donc c'est comment on articule Enercal avec son partenaire EEC pour qu'Enercal aussi puisse bénéficier des fruits de la distribution d'électricité, c'est-à-dire des factures qu'elle émet au niveau des Calédoniens. On sait que par exemple la ville de Nouméa ne dépend pas d'Enercal. Donc c'est EEC qui vend l'électricité à Nouméa. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire en total partenariat avec Engie et EEC? Je pense qu'il y a un chemin et qui peut éviter de taxer les Calédoniens. C'est ce qu'on dit depuis le début au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation.